Bonjour à tous et bienvenue à ce chat, à ce Twitch. Nous sommes le 29 août, voilà, c'est bientôt la rentrée avec son stress. Chaque année, on se dit que la rentrée va être dure. Là, cette année, j'ai l'impression que ça va être très très dur. On va voir comment ça se passe. En tout cas, moi, j'ai un peu peur. En tout cas, je sais pas pour vous. Je fais ce Twitch dans le cadre de l'exposition Les Apparences, qui est une exposition au Centre d'Art à 100 mètres du centre du monde avec 50 artistes vivants, 50 peintres vivants de la scène française. L'exposition est jusqu'au 12 septembre, donc ça commence à être bientôt la fin. C'est à Perpignan, c'est donc à 100 mètres de la gare. La semaine dernière, j'ai reçu Jean-Baptiste Bernadet. La semaine prochaine, c'est le tour de Julien Benetton. Et aujourd'hui, c'est le tour de Cyrielle Gulaxi. J'ai réussi à le dire en une fois, qui est la plus jeune de l'exposition. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors, si vous voulez lui poser des questions sur le chat du Twitch, il n'y a pas de problème. Il faut juste s'inscrire à Twitch, mais c'est gratuit. Donc, vous juste vous inscrivez, puis comme ça, vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant le Twitch, puisqu'on lui posera les questions que vous avez posées à la fin de notre parcours, qui va durer 1 heure. Et on va commencer, Cyrielle, avec le premier tableau, qui est donc pas un tableau, mais un dessin. Et ces deux dessins, c'est les pareidolie. Voilà. Comme tu as un parcours assez court, on va dire, donc on commence avec du dessin. Tout à fait. Bah oui, en fait, aussi, le fait est qu'au début, je travaillais dans un petit appartement, donc le dessin, c'était plus simple. Et la peinture, ça fait pas très longtemps que j'en fais, donc c'est pour ça qu'il y a quelques dessins dans la sélection. Ouais. Et donc, en fait, cette série de dessins, c'est une des premières que j'ai faites. Donc, c'était en quelle année? C'était en 2017. 2017. Et en fait, cette série, elle est assez importante pour moi parce qu'à l'époque, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, c'était vraiment détaché de toute démarche particulière. J'avais une thématique qui commençait vraiment à être centrale dans ma pratique, qui était l'astrophysique, l'espace. Mais je n'allais pas dans une direction particulière. Je dessinais surtout des choses qui me tenaient à cœur. Et cette série donc, de pareidolie, les pareidolies, en fait, c'est un phénomène qui est créé par notre cerveau, de reconnaître dans des arbres, dans des nuages, des formes familières. Donc, ça peut être des visages, ça peut être des animaux. En tout cas, c'est des choses qui n'existent pas, donc qui ne sont pas représentées, mais que notre cerveau invente. Et en fait, ces dessins-là, j'avais dessiné des nébuleuses qui n'existaient pas, donc c'était complètement spontané, dans un but de provoquer donc, chez les gens une forme de créativité spontanée et les faire imaginer des visages et des formes, peut-être ou peut-être pas, dans les dessins que j'avais faits. Et donc, j'avais fait une série d'une dizaine de dessins. Et en fait, même si à la base, je n'avais pas réfléchi à ce moment-là à tout ce qui allait découler dans mon travail sur la lumière, etc., et sur l'invisible, je trouve que cette série-là, rétrospectivement, elle s'insère quand même bien dans cette démarche que j'ai aujourd'hui de l'invisible, de susciter la curiosité, etc. Et donc, c'est ça qui fait que j'avais envie de parler de ces œuvres-là. Et c'est des images documentaires ou c'est inventé? Alors, dans la série, il y en avait une ou deux qui étaient des vraies nébuleuses, mais les autres, celle-ci en tout cas, c'est des dessins que j'ai faits. Après, je regardais des matières de nébuleuses, mais ce n'était pas des éléments et des endroits de l'univers. C'était plutôt un motif que j'essayais de m'approprier, on va dire. Et là, le jeu, c'est que donc c'est le blanc du papier que tu as laissé en réserve, et puis le Voilà, reste, c'est des petits points, c'est ça déjà ou... des petits points, ouais. Et donc, sa langue de Chine, c'est à la plume ou c'est au stylo ou c'est Ceux-là, c'était au rotring. au rotring, ouais. Ok. Et Et déjà, le fait que que tu te mets dans un truc comme ça, complètement obsessionnel dès le départ, c'était une pulsion. bah, même avant celle-ci, j'avais déjà Ouais, mes toutes premières dessins que je faisais, c'était aussi avec des points. Donc au début, je pense qu'il y a quelque chose vachement de l'ordre du graphisme, la texture, c'était très illustratif, les premiers dessins que je faisais. Et j'aimais beaucoup la façon dont le pointillisme formait le contraste, les volumes. Et au fur et à mesure, donc, avec cette série-là et celles qui ont suivi, où j'ai commencé un peu à comprendre comment fonctionnait la matière, etc., j'ai trouvé ça évident de garder cette technique-là parce que c'était une bonne analogie de la matière à l'échelle nanoscopique et des photons.
Et si jamais je devais représenter le réel de la manière la plus fidèle possible, j'aurais sans doute décidé d'utiliser cette technique-là si je ne l'avais pas utilisée avant, en tout cas. Donc, j'ai juste gardé. Et il y a autre chose qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu n'as pas fait une école des beaux-arts. Et donc, ça s'est passé comment, en fait, de ton passage tu as fait une école graphique, c'est ça, d'art graphique Ah, il n'y a plus le son. Moi, j'ai plus le son. Nils Bon, bah voilà. Nils, t'as le son ou pas, là? On n'a pas le son. Alors, il y a un petit problème de son, Cyrielle. Moi aussi, j'ai Ah, plus. ça y est, ça remarche. Attends, ça marche ou ça marche pas là? Là, ça remarche. Ah, ok. Bon, J'ai rien excusez-nous. pourtant. Je sais pas si c'est passé. Moi, j'ai posé une question qu'il fallait pas, c'est ça? Non, non. Donc, l'EPSA, c'est une école publique qui se trouve à Ivry, qui est l'école de la ville de Paris et qui est assez intense, qui se déroule en 3 ans. Et en 3 ans, on a un diplôme de niveau 2 qui équivaut à un master, je crois. Et donc, c'est très intense et c'est très professionnalisant. Donc, c'est beaucoup de la communication visuelle, de la direction artistique. Et quand on sort, on est censé être directeur artistique. Et ça, tu avais fait ça pendant un an, c'est ça? Tu avais Ah travaillé non, quand même? j'ai- 3 ans? Après, oui, pardon. Après, ouais, Après, ouais. j'ai bossé pendant 8 mois, 9 mois comme directrice artistique dans une petite agence où c'était très sympa parce qu'on était peu. Hmm. Mais c'est quand même un peu faire ce que je voulais malgré mon hyperactivité. Ils étaient vraiment super, mais en fait, j'ai quand même compris très vite que c'était pas du tout mon truc en fait, et je tenais pas en place et je devenais un peu folle à rester devant un ordi et j'arrivais ni à faire mes travaux personnels de mon côté, ni à bien travailler là-bas parce que j'arrivais pas à allier les deux en fait. Et, Et qu'est-ce qui t'a. Enfin, je pense à ça par rapport à des gens qui voudraient. Qu'est-ce qui t'a amené à dire bon, bah, je me lance dans le truc, j'ai pas peur il y a plusieurs choses. Déjà, bon, après, je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui n'arrivait plus à faire ça parce que j'avais, sans être dans une démarche activiste, hein, mais je sais que j'avais du mal à continuer de faire de la com, en fait, de la pub. Ça ne me plaisait pas. Et je devais oublier que j'aimais pas pour aller au bureau le matin Hmm. et ça devenait vraiment difficile pour moi. Donc ça, c'était un aspect du problème. Mais surtout, à chaque fois que j'étais en train de travailler, je pensais à ce que je voulais faire à côté. Sauf que ce n'était pas le moment, donc je faisais rien de bien, quoi. Et juste le fait est que quand je dessinais le peu de temps où j'avais le temps de le faire, je savais vraiment que là, je me sentais bien, quoi. Du coup, c'était juste, je pense, un problème d'hypersensibilité, peut-être un peu extrême, qui a fait que j'ai juste fait le choix où je me sentais le mieux, en dépit des difficultés potentielles, à savoir que vu que j'avais jamais travaillé en tant que salarié, j'avais pas du tout d'aide qui allait tomber, donc c'était un peu le grand saut. Mais à partir du moment où j'ai décidé de juste faire que du dessin à ce moment-là, j'étais toujours à la limite d'être vraiment dans la merde, mais jamais vraiment. Donc à chaque fois, il y avait un peu un miracle qui se produisait tous les mois. Donc tous Hmm. les mois, ça allait, mais je savais vraiment jamais si le mois d'après, ça allait aller, quoi. Mais vu que je me sentais trop bien et que j'avais été trop heureuse de faire ça, ça me suffisait. J'ai jamais vraiment stressé par rapport aux problèmes financiers. Je pense que c'est quelque chose de personnel. Hmm. Même si ça a été très souvent à deux doigts d'être très, très compliqué. Quand tu as 200 euros sur ton compte et que rien n'est prévu pour payer ton loyer, c'est vrai que là, tu dis, bon, quelque chose qu'il Mais faudrait attends, j'ai 200 euros sur mon compte. Non, pardon. Mais moi aussi, ouais, mais bon, après, il y Ouais. avait toujours, enfin, tu vois, il y avait rien Ah qui oui. était censé arriver, et à chaque fois, quelque chose arrivait au moment vraiment critique. Donc, je touche Hmm. du bois, c'est toujours un peu le cas, mais en tout cas, Mais c'est toujours des t'as sauvetages. pas fait, sur le coup, t'as pas eu de peur ou de choses comme ça, t'as pas eu de. Bah, c'est Que, il difficile y a quand. beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens pour qui c'est, enfin, c'est quand même pas, c'est pas évident de changer comme ça de carrière. Je sais pas. Ben, je pense que avant de faire ça, je voulais déjà. C'était je ne peux pas ne pas, quoi. Ouais. Ouais, depuis très très petite, je me projetais un peu dans quelque chose d'artistique. Après, très tôt, je me suis détournée du métier de peintre parce que c'est pas un vrai métier, parce que tu vois, tout plein Hmm. de-
clichés comme ça, mais sans me battre non plus, parce que j'étais tellement tôt que je me suis pas dit si je vais être peintre, je m'en fous, si je galère. Je me suis dit ah bon, c'est pas un vrai métier, d'accord, bon bah je ferai du graphisme alors. Tu vois. Non, mais voilà, c'était aussi quelque chose de créatif, donc au début je voyais pas les inconvénients que j'ai ressentis plus tard en le faisant, quoi, qui n'étaient pas en fait pas pour moi, quoi, juste simplement. Alors, on va passer au deuxième tableau. Donc là, pour le coup, c'est un tableau qui ressemble plus à ton travail. Alors, c'est pas du tout photogénique parce qu'on voit un gros truc bleu et voilà. Ouais, Mais on a un petit close-up, je crois. voilà, on va se rapprocher assez vite du tableau. Et donc là, c'est un espèce de monochrome bleu avec, avec un dégradé quand même. C'est pas forcément un monochrome. D'ailleurs, je dis des bêtises. Oui, c'est un Et pavé très léger. voilà. Et donc ça, tu l'as peint comment? Si tu peux peut-être nous raconter. Voilà, là, on voit de plus près. Alors, donc là, je suis partie d'une toile blanche et j'ai fait des millions de points. Voilà, c'est tout. Donc c'est des petits points, voilà, de couleur bleue. Et donc cette toile, Qui s'entrevêtent. Donc c'est pas forcément du pointillisme parce que ça s'accumule. Il y a des couches sur des couches sur des couches, quoi. oui, mais c'est que des couches de points. Ouais, voilà. Mais quand on dit Et pointillisme, ça peut être l'un à côté de l'autre, tu vois. Alors que là, oui, il y a un peu plus de matière, quoi. Ouais. c'est des couches de pointillisme. Et en fait, oui, cette peinture, elle m'a pris très longtemps à faire. Je pense que c'est celle qui m'a pris le plus de temps. C'est une question que les gens m'ont demandé d'ailleurs. C'est combien de temps ça prenait à peu près comme... Alors, celle-ci, c'est le record. Ça m'a pris 6 mois, mais quand on condense le temps vraiment où je dirais un peu plus de 3 mois, non-stop. Vraiment des grosses journées. Mais après, ça s'est étalé sur 6-7 mois. Et donc cette peinture, elle fait partie de la série que j'ai commencé en 2017 aussi, je crois, sur la Donc lumière. la série des Visible Lights. Tout à fait. Et donc, c'est une série que j'ai commencé en 2017 et sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Elle a un peu évolué. Mais en fait, c'était pour moi un peu une porte d'entrée assez facile, entre guillemets, parce que la lumière, c'est quelque chose qu'on côtoie, qui est autour de nous, donc qu'on reconnaît, qui peut avoir aussi une charge émotionnelle, et donc qui est accessible un peu de manière universelle, je dirais. C'est quelque chose qui touche tout le monde, le coucher de soleil, etc. Et c'était du coup un moyen d'avoir un élément visuel attractif pour parler de ce qui m'intéressait, qui était en fait la diffusion de la lumière dans l'atmosphère et toutes les particules invisibles qui la composent. Et donc, cette peinture-là, elle est dans les premières que j'ai faites, en tout cas en grand format sur la série Visible Light. Et c'est une façon de décomposer cette lumière qui nous vient du soleil, comme si on pouvait voir toutes les particules de photons qui la composent. Bien sûr, après, ça, c'est une interprétation parce que on pourrait voir, on ne sait pas vraiment en fait à quoi ressemblent des photons, c'est une onde et une particule, mais moi j'ai choisi l'aspect corpusculaire et donc le fait de peindre comme ça des points, c'est une façon de mettre en lumière toutes les différentes particules individuelles et de proposer une interprétation de ce que pourrait être le réel si on avait la capacité de voir ces particules-là individuellement. Donc, ce que tu as essayé de faire, je le dis très, très plus simplement, c'est que tu as essayé de peindre la lumière. C'était pour essayer d'être... Et alors, la particularité de la lumière aujourd'hui, c'est qu'on sait que c'est à la fois une onde et un corps corpusculaire, donc le photon. Et donc là, moi, je trouve que quand même, un des trucs que j'aime beaucoup, c'est le fait que, comme c'est très fourmillant comme ça, on a aussi l'impression que c'est une onde. Enfin, on a quand même ce sentiment de l'onde. C'est vrai. Et en fait, le fait est que c'est ni une onde ni une particule. On pourrait plutôt dire que c'est une densité d'énergie. Donc, comment représenter une densité d'énergie, c'est mon prochain challenge. D'accord. Ça, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce dont on parlait la semaine dernière avec Jean-Baptiste Bernardet, qui parlait d'énergie dans ces tableaux de charge Oui, comme ça. Voilà. Et pourquoi la couleur bleue alors? alors, j'ai peint beaucoup de couleurs différentes. Ouais. Des couleurs qu'on peut nous-mêmes Parce qu'il y a avoir. une qualité quand même Enfin, il y a une histoire déjà de la couleur bleue à la Yves Klein et tout ça, mais il y a aussi une qualité d'un coup de profondeur que tu as grâce au bleu. Ben, en fait, j'ai quand même essayé dans les peintures, de plus en plus avec mes tentatives. En fait, à chaque fois que je fais une nouvelle peinture, c'est un peu une tentative, une expérience supplémentaire d'essayer de se rapprocher de cette profondeur qu'on a dans le réel.
qui est difficile d'obtenir en peinture, je trouve en tout cas pour moi. Donc je fais des tentatives, on va dire. C'est vrai que le bleu, en tout cas moi dans mon rapport à la peinture des autres, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Donc ce bleu-là, en tout cas le bleu qui est vraiment 30 minutes, 1 heure après le coucher du soleil, c'est un bleu qui me plaît beaucoup. Après, c'est un goût personnel, mais c'est vrai que je pense que c'est pas pour rien que j'ai passé beaucoup plus de temps que les autres peintures sur ce bleu. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette teinte exacte de bleu qui est quasiment rétroéclairée. Je ne sais pas si tu remarques ça quand tu es dans la rue l'été et que c'est ce moment-là où le soleil s'est déjà couché et que le ciel est de ce bleu-là qui est comme rétroéclairé alors que le soleil n'est plus là. Et ce bleu-là, je trouve il a quelque chose de particulier que j'aime beaucoup. Enfin, moi, ça me fait penser à Léonard de Vinci qui décrivait comment le lointain était plus bleui. Tu vois, il y a aussi une idée de l'infini dans le bleu. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc du ciel, enfin de la profondeur du ciel qui n'existe pas vraiment. Et puis d'un coup, en fait, le lointain est bleui. Et c'est un truc que je trouve qu'en France, on ne voit pas forcément. Et d'un coup, j'ai passé 1 an à Rome, et c'est vrai que d'un coup, grâce à la qualité d'humidité romaine, Ouais. le lointain est vraiment bleu, quoi. Et on a vraiment cet aspect-là, quoi. Bon. Et les villes bord de mer, ils ont un truc particulier avec la lumière. Ouais, c'est presque quelque chose de l'ordre de l'humidité. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah voilà, c'est moi ce que je veux, c'est montrer la science, montrer Bah, Parce qu'il y a aussi une question que l'on peut se poser, c'est que là, tu veux montrer des qualités de lumière qui seraient des lumières donc soustractives, alors que tu utilises la peinture qui est une couleur additive. Enfin, c'est de la lumière additive. C'est-à-dire, soustractive, c'est que la lumière, quand on mélange le rouge, le jaune et le bleu, d'un coup, ça devient du blanc, alors que nous, dans la peinture, on est dans l'additif, et ça se fait du noir, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même formule. Donc, je me suis demandé pourquoi tu n'utilisais pas, par exemple, des choses à la James Turrell ou à la Veronica Jensen à faire des projections de lumière. tu veux dire utiliser d'autres médiums pour représenter la lumière? Là, tu utilises le médium peinture qui est quasiment le contraire de la lumière telle qu'elle marche dans le monde réel, quoi. Oui, c'est vrai. Après, je n'utilise pas un mécanisme, c'est très littéral en fait. J'ai fait plusieurs peintures aussi sur la lumière blanche, qui est la lumière du soleil. Et du coup, j'ai fait l'inverse, où pareil, j'ai mis toutes les couleurs et ça fait un espèce de gris-blanc, mais c'est faussé parce qu'effectivement, normalement, ça aurait dû donner du noir. Donc je triche un peu parce que j'essaie de représenter quelque chose qui existe et pas le vrai résultat qu'on aurait dans la matière de la peinture. Après aussi, je pense que le choix de la peinture, il s'est fait naturellement aussi dans une question de moyens. Peut-être que je viendrais à quelque chose de peut-être plus sensé de ce point de vue-là. J'ai pas dit que c'était pas censé, hein. J'ai dit que ça m'intéressait. Je te titille, quoi. Toi, c'est parce que ça m'intéresse ce truc-là de. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la pulsion de faire un objet fini comme ça, physique. Alors que finalement, si on parle de lumière, ça pourrait être quelque chose tu vois, aujourd'hui, tout est un peu ouvert, on pourrait faire quelque chose de plus transparent, quoi. Et moi, j'adore l'idée que tu passes, je sais pas, 3 mois à faire des petits points pour arriver au résultat de l'objet. Parce que pour moi, il y a un côté performatif dans ton travail, c'est-à-dire que le fait est qu'on sent que c'est important pour toi dans la mesure où on voit le sacrifice, on voit le temps que tu as passé dessus et que c'était quelque chose de très important. Enfin, on voit que c'est important, quoi. Voilà. Et d'un coup, c'est comme si tu l'as quand même expérimenté physiquement, tu vois. Oui, mais après, c'est vrai que je ne vois pas la chose comme une difficulté dans le sens où j'ai mon idée qui me tient à cœur, effectivement, et donc les moyens que j'utilise pour arriver à mon objectif et le temps que ça me prend, je ne le vois pas du tout comme une difficulté. Quasiment, je ne me pose pas la question, en fait. C'est juste comme un mode d'emploi qu'il faut juste faire, et donc je le fais. Mais je ne me dis pas, quand je commence la peinture et que je fais mon premier point, heureusement, je ne me dis pas que ça va me prendre 3 mois, sinon je n'y arriverai jamais. Ouais.
Mais Mais ça, c'est quand même un engagement. Ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est ton engagement dans l'histoire, parce que c'est quand même un sacré engagement. Je pense au fait que là, pour l'exposition Les Apparences, tu as fait ton plus grand tableau pour l'expo. ouais. Et le fait est que c'était pendant le déconfinement. J'avais un peu de peine pour toi, parce que tu étais encore en train de... Mais moi, ça me fait pas. Oui, oui, non, non, mais moi, d'un coup, j'ai culpabilisé, parce que je me suis dit, bon, ben voilà, elle est en train de déconfiner, en train de faire des petits points pour l'expo, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même un sacré engagement, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que c'est cet engagement-là qui me motive aussi, en fait, quand je réponds à ta question, ta première Mhm. question, du choix de faire de la science, entre guillemets, sachant que je ne fais pas de science, hein, même si ma peinture, ça résulte d'une forme de recherche qui s'inspire de la science. Moi, personnellement, je ne fais pas de science. Mhm. Mais je pense que, en tout cas, l'envie de partager l'effet que moi, ça me procure et potentiellement de permettre aux gens de ressentir ça et d'expérimenter ça, c'est un peu ma motivation. Je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à peindre, où je l'ai fait vraiment parce que j'avais pas le choix, enfin, on a toujours le choix, mais en tout cas pour mon bien-être, j'avais Mhm. dit que c'était vraiment ce que je devais faire. J'avais aussi du mal à me dire que j'allais montrer mon travail ou imposer quelque chose de personnel. Et en fait, c'est devenu hyper logique quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser de manière assez poussée à tout ça, parce que c'était aussi quelque chose qui m'intéressait et qui me plaisait. J'ai juste rassemblé mes centres d'intérêt et le fait que ça ait la possibilité de créer quelque chose de positif en termes de sensations de manière assez universelle, parce que je trouve que l'observation des étoiles et ce qu'on peut découvrir en s'intéressant à la matière, ou tout ça, ça a une charge émotionnelle très forte et un grand potentiel d'émerveillement. Bah, en fait, du coup, ça m'a donné un objectif de partage. En fait, du coup, quand je peins, Mhm. je me dis que ça a un but. Peut-être chez une personne sur 10 000, peut-être que ça va lui faire un effet positif. Et du coup, tout ça, ça participe au fait que je montre ce que je fais. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à montrer des peintures qui sont exutoires d'une forme parfois de malaise ou quelque chose de personnel. En fait, j'aurais du mal Mhm. Je à- comprends. à montrer ça, en tout cas. Alors, on va passer au prochain tableau qui est dans la même série. Et alors, j'avais une question, c'est est-ce que tu avais des retours de scientifiques, justement, de gens... Il n'y a pas longtemps, ouais. Ça fait pas longtemps, j'ai eu des retours spontanés. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'au début, je me disais qu'ils doivent se moquer un peu de mon truc. Mhm. mais, euh, mais ouais, j'ai eu des retours, j'ai eu des mails spontanés de deux ou trois de physiciens et tout, et j'étais trop contente. Bah, de fait, il y a beaucoup de scientifiques qui se posent la question de comment représenter les choses pour que, Ouais. pour que l'information passe sans être faux. Enfin, il y a toujours un problème des problèmes de Après, pédagogie, parce que même eux-mêmes ont du mal à le visualiser. Hein. Ouais. bah, après, là, le problème, c'est que ça reste quand même subjectif, c'est quand même un choix, et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de personnel dans mon travail, c'est pas juste reproduire Bien sûr. Non, non, bien sûr. de l'imagerie scientifique, je rajoute quelque chose de personnel qui fait que du coup, il y a quand même un peu quelque chose de moi dedans, mais c'est vrai que même là, je choisis quand même un point de vue qui est, en fait, chaque peinture que je fais, elle n'a pas pour but de représenter mon sujet ou le réel dans sa totalité, c'est un peu comme un indice de ce réel-là, donc je vais prendre un élément qui m'intéresse, qui est là, et l'aspect corpusculaire, et le représenter. Et c'est juste un petit pas vers ce que c'est et ce chemin-là, il doit être fait ensuite par celui que ça intéresse d'en savoir plus. Tu vois, c'est pas moi, Et donc, je donne un indice en fait. C'est un pont en fait vers ça. et donc là, ce tableau-là de 2021, il est plus coloré et plus, il y a plus de couleurs. Il y a plus de... Et ça, ça correspond à quelque chose ou c'est vraiment de l'ordre de la sensibilité, puis voilà. Ben, à l'origine, j'ai fait évoluer la série précédente, donc la série Visible Light, qui était très reconnaissable, en tout cas dans ce qu'on peut voir nous-mêmes de la lumière Hmm. et du ciel. Et c'est un peu comme si j'avais zoomé dans mes peintures d'avant et que d'un coup, on voyait apparaître toutes les couleurs qui sont diffusées par l'atmosphère, sachant que quand on voit un ciel bleu, il y a aussi des photons rouges, des photons verts, enfin, il y a des Il y a tout le photons de spectre. couleurs, quoi. Ouais. Sauf que nous, on voit que le bleu parce que c'est celui qui est absorbé en plus grande quantité et donc qui est diffusé en plus grande quantité. Et donc, c'est celui qu'on voit. Et quand la lumière traverse plus d'atmosphère le soir,
le bleu est diffusé au début de l'atmosphère et donc on voit plus de rouge. Et donc dans les peintures d'après, j'ai zoomé dans l'étoile d'avant et donc ça fait apparaître tous les autres photons qui sont invisibles. Et donc c'est un peu une façon de montrer un détail encore de cette lumière qui est encore plus invisible que la particule elle-même, qui est toutes les autres couleurs de toutes les particules. Alors, on va zoomer d'ailleurs dans l'image, si Nils veut bien changer d'image, comme ça on voit de près que c'est donc chaque petit point de couleur. Et on va passer ensuite parce que, excuse-moi, mais le temps avance déjà. Ah oui. Et on passe à un autre dessin que tu as fait. Donc ça, voilà, ça c'est très beau. De près, on voit que c'est très beau. D'ailleurs, les formats et tout ça, tu choisis comment en fait le format, c'est... Vraiment... Parce que comme il n'y a pas de... On n'est pas à échelle humaine, on pourrait se demander comment trouver le bon format par rapport à... Ça dépend parfois de mes outils. Ouais. Ça dépend aussi du ratio. Par exemple, les dernières peintures Visible Edge, je trouvais que le ratio entre la distance qu'on peut avoir entre la toile et notre œil et l'effet que ça peut faire de loin, de près, de voir se révéler les particules, de voir le détail en s'approchant, il y a un ratio un peu que j'ai essayé de trouver en fait. Donc là, c'était un peu lié aussi à la taille de mon outil. Et là, pour ce qui est de ce dessin, donc c'est un dessin au Rotring, encore une fois. Enfin, c'est pas du Rotring d'ailleurs, c'est Staedtler, c'est comme les Rotring, c'est un petit stylo. Je pense que si c'était lié aussi à mon outil, j'imagine. Après, les formats, je pense que c'est aussi parfois des restes de mes études de graphiste, où parfois j'ai des formats comme ça que j'adore et que j'ai envie de faire ce format. Et le truc des cadres, des marges, tout ça, c'est des... Ouais, ça, on a beaucoup parlé, je m'en souviens. Et alors là, Solar Spectrum, c'est le spectre... C'est quoi? C'est le... Si tu peux... Alors, donc là, c'est le spectre de la lumière du soleil. Donc, quand on décompose la lumière blanche, on connaît tous la pochette des Pink Floyd avec l'arc-en-ciel qui se diffuse, qui se décompose dans le prisme. Et ce prisme-là, quand on élargit très, 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 très grand, quand on décompose, on voit apparaître plein de petites lignes comme ça qui sont des raies d'absorption. Donc, normalement, mon dessin, s'il était plus réaliste, on verrait que le haut est violet, bleu et qui se décline jusqu'au rouge en bas. Donc de l'ultraviolet au... Voilà, de l'ultraviolet aux infrarouges, sauf que là, je n'ai pas mis de couleur puisque ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le motif et la répartition des lignes et comment elles se décomposaient en petits éléments comme ça, avec toutes ces petites barres qui sont en fait pas du tout aléatoires. Et c'est justement ça qui m'intéressait, c'est que donc, dans le spectre de la lumière, il y a certains éléments chimiques qui absorbent des couleurs, et c'est ça qui fait des trous dans le spectre. Et quand on regarde la lumière du soleil et qu'on voit tous ces petits trous, ça correspond aux éléments qui sont dans le soleil et qui absorbent certains endroits du spectre, certaines couleurs très spéciales. Et donc, en fait, tous ces petites barres qu'on voit, ça correspond à des éléments chimiques. Et donc, c'est une vraie carte d'identité de l'étoile qu'on observe, donc en l'occurrence le soleil. Et donc, c'est un peu comme un langage qui est décrit là, qu'on voit. C'est vraiment très spécifique, en fait. Ce schéma-là, il est spécifique au soleil, il n'existe pas dans aucune autre étoile, en fait. Et donc, c'est comme un langage que je trouve en plus très beau. Et enfin, ce motif-là, il m'intéresse beaucoup parce que je le trouve magnifique et il existe depuis 13,8 milliards d'années, mais en fait, on vient juste de voir que ça existait et il y a quelque chose de très beau qui est en plus pas du tout fait pour être beau. Et j'aime bien cette idée-là qu'il y a plein de choses invisibles dans le réel qui sont hyper belles, mais qui n'ont pas du tout pour but, ça n'a aucun intérêt que ces éléments-là soient beaux. Mais le fait qu'ils le soient, je trouve, est digne d'intérêt. Et en quoi tu dirais qu'ils sont beaux? C'est parce que il y a le côté pas fascinant que ça soit comme ça et pas autrement, quoi. Ouais, voilà, c'est un motif qui a l'air d'être complètement aléatoire et en fait qui l'est pas du tout et qui a l'air spontané et même quasiment de l'ordre de l'imagination, mais en fait pas du tout. Parce que là où on en est, par exemple, un des trucs qui moi m'amuse beaucoup, c'est que la lumière, c'est un truc très utilisé par les astronautes. Enfin, c'est presque l'outil principal pour l'étude entre la théorie et la pratique, c'est de regarder la lumière des étoiles et ces choses-là. Et une des choses qui est la constante la plus fixe pour l'instant, c'est quand même la vitesse de la lumière, ce qui est un truc assez fou.
c'est de se vrai. dire que c'est presque qu'on pourrait se poser dessus, quoi, pour l'instant. Hein. Mais... Après, je crois qu'il y a des moments où la vitesse de la lumière peut être dépassée, mais jamais par des objets. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça reste quand même une constante, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. S'il y a un truc constant, c'est la lumière, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Bon, au moins, il y a au moins ça. Bah, c'est un petit peu rassurant. Ah, Et et là, attends, ça se trouve, non, ça se trouve bientôt, on va te ben dire. non, non, j'ai pas dit, j'ai pas affirmé, j'ai juste dit en ce moment. Alors qu'il est. Voilà. Et alors, le dernier tableau, c'est un peu la même chose, sauf que là, d'un coup, ta pratique a déformé, a déformé le papier, c'est ça? Oui, en fait, j'ai juste peint sur une feuille de papier assez épaisse et ça a fait un espèce de remous comme ça, mais qui n'était pas forcément voulu à la base, mais qui est un résultat que je trouve intéressant. Là, Après, ce qui est amusant, c'est que d'un coup, on dirait une surface de planète ou quelque chose comme de cet ordre-là, quoi. C'est que... ouais, ou en quelque chose, ouais, ou de la matière noire, on ne sait pas vraiment quoi. Mais cette peinture-là, je l'ai choisie parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose de très spontané, sans bien que ça soit pas non plus très différent de ce que je fais d'habitude. Le choix de faire quelque chose d'un peu de radical, comme ça, très monochromatique, c'était assez spontané et pas du tout réfléchi, même si au final, ça s'est inscrit complètement et que j'y ai trouvé du sens. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire quelque chose hyper libre comme ça et sans vraiment conceptualiser quoi que ce soit avant de le faire. Et Et ça, d'ailleurs, je c'est une trouve que chose... ça. Pardon. Continue, excuse-moi. Non, non, je t'ai coupé la parole, pardon. Non, vas-y, excuse-moi, j'étais dans ton tableau, alors j'ai pas... Non, voilà, ça m'a fait du bien, quoi, de faire Hmm. de Bah, d'un coup, d'aller presque plus dans le pictural que dans le concept, alors. celle-ci. Ouais. Ouais, ouais, Dire complètement. genre, voilà. Ouais, après, j'y ai trouvé beaucoup de sens. Et en fait, ça a une continuité Bien vraiment avec sûr. ce que j'avais fait avant. Mais sur le moment, quand je l'ai fait, c'était juste, j'avais envie de faire ça et c'est tout, quoi. Je ne me suis pas posé de questions. Et donc, ma question, c'était par rapport, quand tu pars dans un grand tableau, par exemple, comme celui que tu as montré à l'exposition Les Apparences, tu sais à peu près où est-ce que tu vas et tu sais à peu près le résultat que ça va donner ou tu es surpris, t'es surprise, ah oui, tu es quand même surprise. Pas du tout, d'ailleurs, à chaque fois que même celle d'avant, là, où il y a toutes les couleurs, Hmm. je ne savais pas du tout si ça allait bien rendre. D'ailleurs, ça a vachement évolué pendant que je la faisais. Au début, ils étaient un petit peu plus gros, il y a un truc d'échelle. Parfois, je me dis, ça se trouve, ça va être nul. Sauf que je ne sais pas. C'est aussi ce que j'aime, c'est aussi ce qui me donne envie de le faire. Ne pas savoir si ça va être réussi, si ça va marcher comme ce que j'aimerais. Après, voilà, ça donne une forme d'excitation. Et ça t'arrive de rater ou pas? Hein. Ça t'arrive de rater? Bah, disons que au moins avec cette technique-là, je peux repasser des couches jusqu'à ce que ça soit bien. Enfin, que ça me convienne, on va dire. Hmm. Mais je D'accord. pourrais aussi continuer pour toujours, en fait, et faire des tonnes de couches. Mais, mais oui, après, ça m'est arrivé pour les dessins, par exemple, où je ne pouvais pas repasser par-dessus et qu'il y a un truc dans l'échelle ou dans le ratio de points qui ne me plaisait pas. Et là je les étais ratés, ouais, mais parce que je ne pouvais pas les superposer de. Hmm. Et tu peins à l'acrylique d'ailleurs? Oui, c'est à l'acrylique. Ouais. Et ça, t'aimes bien la qualité plastique, la surface plastique comme ça Bah après, pareil, ce choix de cet acrylique-là en particulier, il s'est fait parce que je voulais qu'il y ait du relief, mais j'utilisais au tout début, maintenant j'utilise vraiment au pinceau, mais au début j'utilisais des feutres rechargeables un peu comme des Posca, et il fallait que l'encre soit assez fluide pour passer dans mon feutre, mais assez épaisse pour faire de la matière. Et du coup, l'acrylique, c'était parfait, mais j'ai quand même eu du mal à trouver la bonne encre. C'est de l'encre acrylique en fait, c'est pas de la. hmm. C'est pour l'aérographe, mais quand même un tout petit peu plus visqueux. Donc en fait, ça s'est fait parce que j'avais une idée en tête et c'était ce qui matchait le mieux avec ce que je voulais faire en fait. Mais je trouve que tu as une qualité de matière qui est quand même assez belle. C'est quelque chose que tu as réfléchi enfin, ça, je veux dire, c'est pas, ça sort pas du tube, quoi. Tu as quand même travaillé le. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est plus, ouais, je savais le résultat que je voulais, Hmm. mais je savais pas forcément comment l'obtenir, mais j'ai juste fait des tentatives jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'avais en tête au début. Et le côté huile, c'est-à-dire avec l'huile, tu peux avoir des transparences et des effets de, tu vois, des effets de profondeur
Bon, après, moi, je voulais vraiment que les couches du dessous disparaissent sous les couches Ouais, supérieures, d'accord. mais tout en créant une matière. Donc, on voit qu'il y a une matière par-dessus une matière par-dessus une matière. Hmm. Et si jamais j'avais utilisé de l'huile, ça se serait mélangé. Et j'avais besoin que ça sèche super vite pour Ouais. pouvoir faire des couches vite, parce que déjà que ça me prend des milliers de jours. Si je le mets en plus, je devais attendre que ça sèche. Je pense que là, je deviendrais vraiment folle. Mais du coup, oui, c'était pratique l'acrylique pour le séchage. Ok. Eh ben, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé Max Ernst, La naissance d'une galaxie. Mais pourquoi? Non, mais c'était difficile de choisir. Ouais. Non, mais c'est bien c'est intéressant parce que c'est un tableau très, très, très étrange. Alors, Max Ernst, il a essayé plein de choses, hein, plein de Ouais. techniques, plein de. Sachant qu'en plus, j'y connais. Enfin, je suis vraiment très mauvaise en histoire de l'art. Je, Ouais. je suis très inculte en histoire de l'art. On va voir ça tout de suite après. Et donc, bon, après, cette peinture-là, c'était une peinture qui m'a toujours beaucoup plu. Mhm. Et elle est importante pour moi parce que je pense que je retrouve dans cette peinture-là quelque chose qui manque aussi à mon travail, qui est la partie plus spontanée, plus de l'ordre de l'imagination. Et moi, j'ai vraiment besoin très souvent, et j'essaye c'est pour ça que même que dans les peintures comme la noire, où déjà d'un coup je me laisse aller, ça me fait du bien parce que tout est très prédit, très réfléchi. Et parfois ça me manque. J'aimerais bien, quand j'ai envie de dessiner une galaxie, ne pas dessiner une galaxie comme on la voit en vrai. Mhm. Et c'est vrai que quand je vois cette peinture-là, ça me donne beaucoup de motivation. Ça me fait quelque chose. Ça me donne envie. À la fois, ça m'inspire parce que lui, pour le coup, il représente quelque chose de manière très inconsciente et spontanée. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à m'autoriser à imaginer des représentations qui ne sont pas forcément fidèles à la réalité. Et du coup, Ouais, mais d'un coup, je trouve que lui, il tombe dans quelque chose de plus mystique, que j'appellerais mystico-glinglin. Là où toi, tu restes assez attaché à quelque chose de l'ordre du réel, que je trouve plus intéressant. Mais bon, Après, c'est un truc d'entre-deux. C'est que là, c'est l'extrême inverse de vraiment ouais. être dans un truc Parce qu'il y a purement il y a des sensible. signes astrologiques, là, des espèces de signes, d'étoiles, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bon. Mais après, il y a un truc aussi très schématique, bien organisé, qui est complètement l'inverse de l'univers, même si le cosmos, ça veut dire que c'est organisé. Hmm. Mais du coup, ouais, je pense que elle me plaît parce qu'elle est opposée à ce que je fais, en fait. Et du coup, c'est ce genre d'œuvre, souvent quand je vais à Beaubourg ou que je vais voir des collections de musées comme ça, quand je sors, j'ai envie de retourner travailler parce que je vois des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et du coup, ça me donne envie d'aller chercher dans de nouvelles zones. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien voilà, cette peinture. Mais alors, le truc, c'est que Max Ernst, il s'est décentré du monde, on va dire, parce qu'il fait un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il ne part pas de l'échelle humaine ou des choses comme ça. Et je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas, que tu rejetais. Et donc, là, tu as rejeté. Bon, bah voilà, un chef-d'œuvre. Et je savais que ça allait pas se faire. Non, mais c'est pas grave. Donc, tu m'as rejeté. Mais c'est pas attends, Non, mais c'est une blague. la question, c'était que tu ne comprends pas. Bien sûr, bien sûr. Forcément que tu détestes. Donc, c'est l'enterrement à Ornans de Gustave Courbet, qui est donc ce grand tableau géant d'enterrement. Pourquoi t'aimes pas ça? Bah, en fait, après, je pense qu'il y a un truc aussi de. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une peinture que j'aimais pas, entre Ah guillemets. ouais. Ouais, ou que Je tu comprends pas. ne Enfin, fais pas de ouais, liste de trucs que j'aime pas, tu vois. Je me bien pose sûr. pas la question de ce que j'aime pas. Souvent, c'est très rare quand je vois une peinture que je me dis, ah vraiment, là, j'aime pas du tout, quoi. Hmm. Et du coup, ça a été dur de trouver. Et, et cette peinture-là, en fait, ça a attaché un peu un souvenir quand j'étais en prépa, donc avant de faire mon école de graphisme, on avait étudié cette peinture-là et je me rappelle absolument pas de ce qu'on a dit dessus, mais je me rappelle que j'avais trouvé vraiment extrêmement déprimante. Et bien que j'admire la touche Non, non, mais vas-y, hein, défonce. et c'est vrai qu'en fait, aussi, le fait est que personnellement, pendant très longtemps, j'étais pas du tout touchée par le réalisme en peinture. Hmm. Et les portraits et tout ça, ça me passait complètement à côté. Et depuis quelques années, ça a changé. Tu vois, il y a plein de trucs maintenant que j'adore vraiment. Et petit à petit, mes goûts changent et mon regard aussi change. Et aussi de côtoyer des artistes, ça fait changer mes goûts et tout ça. Enfin,
mon prisme d'intérêt grandit, je dirais. Hmm. Mais après, là, c'est purement, je pense, c'est quelque chose de vibe qui me... Voilà, Et c'est le côté affectif aussi qui t'embête, c'est le fait qu'il y ait c'est une œuvre d'art qui parle d'un truc affectif. forcément, bah, après, j'imagine que toutes les tonalités vont pour accentuer la scène et la sensation qui en découle. Mais pour autant, j'aime beaucoup, beaucoup d'autres œuvres de Courbet. Mais je sais pas pourquoi celle-ci, je... Mais en plus, là, il y a un truc très Léonard de Vinci, encore une fois, qui va de la minéralité du sol à l'infini du paysage, quoi, du ciel. Mais bon, C'est quasiment c'est de te symétrique le en fait, vendre. quand Ah tu... oui, bah ça. Alors Avec la blague, c'est qu'il a peint ça parce qu'il y a aussi une question de format. Là, le format, ça t'intéressait pas si, le pas format, aussi grand. le Ça format fait. panoramique, Ah oui, je me suis trompé d'ailleurs dans le. Oula, je me suis carrément trompé dans les mesures. Ça fait pas du tout 116 cm. Ah bah oui, en plus Je c'est crois que ça même fait 10 panoramique. mètres. Non, ça fait 9 mètres de long. Bon, bah voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Parce que la blague, c'est qu'il pouvait pas, il a peint ça dans le grenier de chez ses parents à Ornans, et donc il n'a pas vu la peinture, il a pas vu la peinture en entier. Il l'a peint en morceaux comme ça, en rouleau. Il roulait d'un morceau à l'autre comme ça. Un cadavre petit en fait. Un peu, ouais, ouais. Et l'autre truc qui m'intéresse dans ce tableau, c'est que c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est que c'est un vrai rapport avec le salon. Parce qu'en fait, Courbet avait eu un prix l'année d'avant, et donc le fait qu'il ait le prix fait qu'il était pris quoi qu'il arrive. Donc d'un coup, il a dit bah, je vais faire un tableau géant pour être sûr d'être vu, quoi. Ah oui. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a beaucoup d'historiens d'art qui sont là en train de dire oui, il a fait un tableau géant pour mettre d'un coup, on va dire, le réalisme à l'échelle de la peinture d'histoire ou des choses comme ça. Alors que ça rentrait aussi dans une stratégie purement presque commerciale qui était bon, bah voilà, je fais un tableau géant, comme ça on ne pourra pas passer à côté, quoi. Voilà. Un peu comme ce que je me suis dit pour l'expo de Perpignan en fait. Exactement, mais c'est aussi une question de tension entre le. Bah oui, mais c'est important parce que c'est aussi moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension entre le monde réel, c'est-à-dire le social, et les artistes, parce que le social a des effets sur les artistes, quoi. Et donc, à un moment donné, plus il y a de social, mieux c'est pour les artistes, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. On va passer après à un livre qui a nourri ta pratique, et là, tu as choisi. Un livre qui est bien en lien avec ton travail, qui est donc Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, et qui est assez passionnant, mais il est un peu vieilli, je trouve. Ah, moi je trouve pas. Ah ouais, d'accord, parce qu'il bon, il y a des trucs, bah, la théorie des cordes, par exemple, c'est pas très bien expliqué, hein, on comprend Oui, rien. Voilà. mais... Ah, Mais un des trucs qui est très émouvant, c'est qu'il prend donc la trame, c'est surtout de mettre en lien deux théories du XXe siècle qui vont pas ensemble, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein et la théorie quantique, parce que la théorie quantique, c'est l'infiniment petit, la théorie générale de la relativité, c'est l'infiniment grand, et d'un coup, c'est comment essayer de relier les deux, quoi. c'est ça. Il y a une grande partie aussi sur l'histoire de la science. Ouais, il part des origines et tout ça, ouais. Bah après, moi, quand je l'ai lu, la première fois, je pense que j'ai compris peut-être 20% de ce que j'ai lu. Mais ce livre, il est important pour moi parce que, bah, après, il y en a plein qui sont importants pour moi, mais vu que c'était le premier, c'était un choix facile. Mais c'est un peu ce qui a influencé mon sujet, en fait. Vu que c'était un des premiers livres que j'ai lu qui m'a un peu fait péter un câble et qui a fait qu'ensuite j'en ai lu 10 autres d'affilée, quoi. Ben, ça a vachement... ça m'a donné un sujet, en fait, tu vois. Ça m'a tellement fait quelque chose de fort de le lire que d'un coup, je me suis mis à dessiner des trucs, à dessiner que des choses dans cette thématique, que ce soit sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et voilà, ça a été à l'origine un peu de tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et tu penses que c'est faisable, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, parce que est-ce que tu penses que c'est faisable de faire sentir l'infiniment grand ou l'infiniment petit, alors qu'on est dans nous, l'infiniment moyen, qui serait, qui serait la condition humaine, quoi. À quel moment à ce moment-là, il faut partir de l'humanité presque pour arriver à... c'est une question que je me pose. Comment réussir à faire ressentir l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est la question. Non, mais ça, le faire ressentir, la question, c'est là, tu le fais ressentir des humains. Mais on peut aussi se dire que tu vas vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit sans avoir de rapport avec les humains. Je ne sais pas comment on expliquer ça, mais
En gros, là, les formats que tu as, c'est des formats de tableau, c'est des formats presque Des de... formats pour les humains. Oui, voilà. Je Ouais. fasse des œuvres pour des êtres qui sont infiniment petits, Bah, pourquoi pas se poser la question de... Oui. ou qui sont visibles que dans l'infiniment petit. Bah, pourquoi pas, d'ailleurs. Mais en gros, c'est que la question de l'échelle... Enfin, moi, c'est... toutes ces questions-là m'intéressent beaucoup et je me dis, ah bah, en fait, moi, je vais rester à l'échelle humaine. Mais la question, c'est pourquoi, si tu traites de l'infiniment grand, il faut que tu te mets dans une espèce de narration qui est une narration humaine d'un coup. Alors que peut-être Après, que... oui, bah, peut-être que je ferai des œuvres infiniment grandes quand j'aurai un atelier infiniment grand. D'accord. Non, mais c'est une vraie question, hein, c'était Oui, non, mais je suis c'était une d'accord. Non, critique. Hein. non, mais pas du tout. Je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que Mm. toutes les échelles, d'ailleurs, mes dessins étaient tout petits comme ça. Oui, c'est ça, ouais. En plus, ouais. Depuis un mois seulement, j'ai fait une peinture de 5 mètres. Mais c'est vrai que aussi, le fait est que, vu que c'est des questions que je me pose aussi, mais je pense que c'est beaucoup de choses qui sont En gestation, ouais. question Ouais. et bien, malheureusement qui sont aussi liées à l'espace dans lequel on travaille. Mais je me mets aucune limite potentielle, tu vois, même au niveau même de mon médium. La peinture, c'est pas forcément quelque chose qui doit être central et qui est central dans mon travail. C'est un choix aussi qui va avec une forme, comment dire, ce qui s'y prête au mieux, en tout cas, à chaque fois dans chaque sujet que je représente. Mais même là, récemment, je travaille sur un autre sujet qui est l'espace-temps et j'utilise pas la peinture, j'utilise autre chose, du bois. Et donc, suivant le sujet que je veux traiter, j'utilise le médium qui s'y prête le mieux, en tout cas qui est le plus accessible aussi pour moi, tu vois. Et là, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Tu m'as donné une vidéo de Richard Serra. Donc, la vidéo, on va la partager c'est très court, hein, la vidéo, on va la partager sur le chat et puis je la mettrai sur le bas de la chaîne YouTube, enfin du film YouTube. Et donc, c'est une vidéo de Richard Serra qui répond à la question pourquoi on fait de l'art. Donc, je te laisse en parler. Ben, en fait, cette vidéo-là, elle m'avait marquée parce que c'était aussi à l'époque où je commençais un peu à trouver des endroits pour exposer, essayer d'exposer mes dessins, etc. Et j'avais un peu du mal, ça me mettait mal à l'aise. Et à l'époque, en plus, j'avais pas forcément de thématique déjà ou de démarche particulière. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, d'ailleurs, en tout cas, en plus, j'adore cet artiste et tous les artistes un peu dans cette mouvance. Et en fait, donc j'ai sélectionné un petit passage que j'ai traduit où il dit quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Il dit « Regarder une œuvre d'art réveille peut-être une sorte de banque de mémoire interne qui n'est pas linéaire. Cela peut vous faire voir la réalité extérieure de telle sorte que vous verrez probablement le monde d'un point de vue qui n'aurait pas pu exister sans ces artistes. » Et en fait, sachant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que j'aurais pas pu en fait montrer quelque chose de personnel, j'aurais pas osé en fait, je pense, même aujourd'hui. Hein. Le fait justement c'est arrivé en plus au moment où je commençais à lire beaucoup de choses sur la science, sur les particules, et en fait, ça m'a vachement parlé ce truc du rôle qu'avait l'artiste peut-être de changer le regard sur le réel, de montrer quelque chose qui fait qu'ensuite on va voir ce réel d'une nouvelle façon qui n'aurait jamais pu exister sans ces œuvres-là, même si c'est une tâche très, très... je veux dire, c'est pas forcément quelque chose que j'atteindrais, mais c'est une quête assez noble, je trouve. Et du coup, c'était une forme de motivation pour moi pour montrer mon travail, en fait, d'avoir cette volonté de montrer quelque chose qu'on ne pouvait pas voir et de montrer quelque chose du réel qui nous changeait notre regard sur ce réel. Ça m'a vachement inspirée et influencée, en fait, dans cette direction. Tu vois. Ça m'a poussée plus dans cette direction, encore plus que ça ne l'était. Petite auto-promo, moi je vais organiser des conférences sur le réchauffement climatique qui s'appelle Reconstruire le regard. Voilà, vous allez sur YouTube, vous mettez Reconstruire le regard. Parce que justement, c'est aussi une question que ça devient un enjeu artistique, les histoires de réchauffement climatique, puisque pour y croire, il faut y en être sensible. Il faut souvent. On va passer à une... Excuse-moi. Il faut le voir, parfois on ne voit pas, en fait, c'est facile de ne pas voir.
je trouve. Enfin, de moins Bah, en moins facile, mais tu peux passer à côté si tu Ah oui, veux. bien sûr, mais le voir, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, pour ce... Oui, oui. Enfin, l'art, ça peut être une espèce d'exhausteur. Moi, j'appelle ça l'exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça rend la vie plus intense, finalement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils voient le ciel, et toi, tu vois un truc incroyable. Ou... Oui. Mais t'essayes qu'ils voient aussi le ciel comme ça. Bien Donc. sûr, bah, c'est ça que tu essaies de partager, bien sûr. On passe à la... Donc là, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé une exposition incroyable, une peinture qui est dans l'exposition Les Apparences. Donc, c'est une peinture d'Audrey Nervy qui s'appelle Anticipation. Donc, je te laisse en parler. Pour continuer sur cette lancée. Bah voilà, je fais une petite transition. Bah, c'est vrai que du coup, ouais, cette œuvre-là, elle m'a vachement plu quand j'ai visité l'exposition. Ça m'a vachement accroché. J'ai assez longtemps regardé. T'as hésité à l'acheter même. Ouais, je me suis demandé, mais malheureusement, j'ai. mais ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans cette peinture. Il y a un mélange entre quelque chose de l'ordre d'une espèce de Madeleine de Proust, je sais pas pourquoi ça me rappelle un court-métrage que je regardais souvent quand j'étais petite de Pixar, où il y a un petit bonhomme dans un aquarium et tout est faux dans son monde. Tout est en plastique et il essaye de s'échapper de cet aquarium. Enfin, je ne me rappelle plus exactement ce qui se passe à la fin. Je crois qu'il sort de l'aquarium. Et ça me rappelait ce décor de plage en plastique. Et Là, on voit peut-être pas bien l'image, mais si vous regardez bien, l'arbre est comme un arbre Lego, en fait. C'est du plastoc, quoi. Ouais, ouais, j'adore parce que ouais, j'aime beaucoup cette vision post-apocalyptique un peu de rafistoler le réel avec des palmiers en plastique parce qu'on n'a plus de palmiers, de vrais palmiers. Et je sais pas, à la fois c'est assez drôle et tragique, mais j'aime bien les choses qui sont drôles et tragiques, du coup. Enfin, qui sont tragiques et du coup drôles plutôt. Mais du coup, je pense que ouais, ça me plaît pas mal pour ça. Et... Puis il y a déjà une barrière sanitaire, là, avec le cochon qui se balade. Ouais, c'est hyper déprimant et c'est hyper drôle. Avec des belles couleurs de fond d'écran d'ordinateur. Ouais. Il y a un truc il y a un truc paradisiaque et en même temps il pleut au loin. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Et ouais, Et alors, je t'ai demandé une autre peinture. Alors là, c'est Audrey Nervy, elle est française, mais je t'ai demandé une autre peinture contemporaine d'une française. Et là, tu m'as proposé Clédia Fourniot, que j'avoue, je ne connaissais pas, qui s'avère être dans le même endroit que toi, qui est Push Manifesto. Donc, c'est un lieu, c'est une tour à Porte de Clichy où il y a plein d'artistes en ce moment, qui est qui est très vivant, avec plein de gens. D'ailleurs, de l'exposition Les Apparences, il y a également Cecilia Granara et Bruno Gaden qui sont dans le lieu. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes tous les uns à côté des autres, mais vous ne vous parlez pas. Si, Et attends. donc, non, mais je rigole parce que à chaque fois que je suis passé, les gens ne se parlaient pas et ne se connaissaient pas. Mais donc, là, Clédia, tu ne la connais pas non plus, mais tu as découvert son travail et tu aimes bien. Ouais, on est 200 quand même. Bah, Ça met oui, du mais... temps avant de tous se rencontrer. Et puis en plus, tout le monde était cloîtré pendant le Non, confinement. mais je faisais une blague, hein, c'était pas... Mais chaque jour, tu rencontres de nouvelles personnes. C'est bien. Et ouais, j'avais découvert son travail dans une exposition qu'avait organisée Thomas Havet dans un atelier du On 12e. embrasse, ouais. Je ne sais plus quel étage c'était, mais en tout cas, Double séjour, c'est ça l'expression? double séjour, tout à fait. Et j'avais adoré son travail. Et c'était assez récent, donc c'est vrai que ce petit coup de cœur était resté dans ma mémoire pour faciliter mon choix aussi. Et oui, j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose d'un peu quasiment archéologique, de couches, de strates, de matière. Et voilà, ça me Et parlait. ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup, presque le contraire de ton travail, qui est beaucoup plus dans la maîtrise. Là, on sent qu'il y a du hasard et des... Toi, c'est... C'est pour ça que toujours les choses un peu qui sont à l'opposé de ce que je fais me plaisent aussi parce que... On a vu que Courbet, ça ne marchait pas, mais... Mais parce que c'est peut-être quelque chose vers lequel tu voudrais aller, c'est quelque chose de peut-être plus pictural ou de plus lâché, je ne sais pas, hein, je demande. Peut-être, ouais, ouais, complètement. Après, là, il y a quelque chose aussi qui pourrait être rattaché à un phénomène, etc. Mais c'est vrai que spontanément, comme ça, en plus, l'œuvre, c'est très beau parce que suivant l'angle où on le regarde, ça change complètement parfois de couleur.
parfois, d'un côté ou de l'autre, ça n'a Oui, rien c'est à voir. irisé ou des choses comme ça, comme des ailes de papillon. Ouais. Et ouais, c'est une recherche vraiment de matière, juste. Et ouais, je trouve ça vraiment. En plus, mais je trouve ça quand même hyper maîtrisé, même si c'est spontané et très lâché, c'est quand même maîtrisé, quoi. Ça donne envie de le voir en vrai. Moi, j'ai jamais vu, mais ça donne envie. Et on va passer à ton actualité. Alors, ton actualité, c'est déjà jusqu'au 12 septembre, donc il reste très très peu de temps pour aller à Perpignan voir l'exposition Les Apparences. Là, on voit alors, je ne sais pas si on voit parce que je suis toujours en décalage avec Twitch et là, je ne vois rien, mais bon, je vais parler dans le vide. Donc, pour l'exposition, tu as fait ton plus grand tableau. Alors, peut-être que tu as changé parce que là, tu m'as dit que tu avais fait un tableau de 5 mètres. Alors, c'est le Non, même ou c'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, oui, voilà. 4,60 m. Donc, c'était l'occasion de faire ton plus grand tableau qui est exposé à côté de, justement, Audrey Nervy, de deux petits Audrey Nervy et de Cécilia Granara, qu'on voit à l'image, j'espère, je ne sais pas. Et voilà. Et donc, tu as un autre truc, c'est que tu fais une exposition à la galerie Mignoni, c'est ça, à New York, Voilà. en janvier. Et voilà, pour l'instant, c'est planifié pour janvier, mais ça a été déjà reporté 3 fois. Donc, j'espère que Ah ça bon, va. et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est tout fini, Il j'avoue. doute. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, c'est planifié pour janvier. Donc, j'espère que ça va. Et tu comptes aller aux États-Unis ou Si Parce je que là, pour peux, l'instant, je crois qu'on ne peut pas y aller. Ouais. pour l'instant, je peux pas. Mais eux l'ont décalé parce qu'ils voulaient que je sois là. Donc, si on peut toujours pas y aller, peut-être que ce sera redécalé. Et tu vas aussi en résidence à Saint-Paul-de-Vence, c'est ça? Ouais, dans 2 mois, en novembre et décembre. Voilà. Très bien joué. Ça, c'est où? Pardon? C'est où la résidence? La Fondation CAB. Voilà, on l'a pas dit. C'est en face de la Fondation MACT, à côté de. C'est juste à l'extérieur du village de Saint-Paul-de-Vence, à côté de Nice. Alors, on va conclure avec les questions de Twitch, parce que j'ai vu beaucoup de choses passer. J'ai vu même les gens se parler entre eux. On va pas Ils sont partagés des bouquins et tout ça. Alors, Nils, je ne sais pas si notre réalisateur Nils a fait J'ai quelques questions, effectivement. Tu as fait un peu le tri ou pas? Oui, j'ai quelques questions. Ouais. Est-ce que tu peux nous en prendre 3 parce qu'il ne nous reste plus beaucoup Très de bien, temps parfait, j'en ai. Ouais, très bien. Voilà, c'est 3 pertinentes si possible. Première par rapport au dessin des pareils Dolly. Est-ce que ces dessins sont faits à partir de photographies tout simplement? Alors, certains, oui. Ça, on l'avait dit, on en a parlé. parlé. Que j'ai reproduit, mais ce n'est pas ceux qui étaient montrés. Après, j'ai parfois pris des petits détails de nébuleuses, des textures de nébuleuses, mais globalement, les peintures, les dessins sont un peu d'imagination. C'était l'idée de quelque chose de spontané donne lieu à quelque chose de concret. Non, mais on l'a dit tout ça. Mais bon, il a raté le début parce que oui, mais bon. On a une vidéo à faire là. Alors après outre l'astronomie, quelle est votre plus grande inspiration? Autre inspiration. La nature, juste l'observation de ce qui est autour de moi. J'aime beaucoup aussi les machines. L'intérieur des machines, les mécanismes. Bon, après, ça se voit pas trop dans mon travail, mais ça m'inspire beaucoup. Et oui, voilà, juste observer autour de la nature. Voilà. Et tout ce qui est quantique et tout ça, justement l'infiniment petit, ça t'intéresse ou pas? Ah oui, complètement. C'est toujours. Après, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas travaillé dessus. Mais oui, ça fait. Moi, je trouve assez fascinant, par exemple, le hasard quantique, ça, je trouve ça fascinant. L'idée qu'il y a vraiment du hasard, quoi. Mais bon. Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je lisais un livre très bien aussi sur le sujet, qui est un livre de Carlo Rovelli, qui travaille sur la gravité quantique à boucle, qui s'appelle Tout le monde connaît. Je crois. Et en fait, ce livre parle du temps, et donc c'est hyper intéressant parce que ça parle pas que de la physique, de la matière, ça parle vraiment de la notion de temps à l'échelle quantique. Et en lisant ce bouquin, c'est un sujet qui m'intéresse, le temps, qui m'inspire beaucoup. Et donc, en essayant de me représenter tous les éléments qu'il essaye de démontrer sur comment peut être la matière, comment tout ce phénomène-là d'être à la fois palpable, impalpable, indivisible, divisible. Et j'essaie de me figurer des façons de le représenter. Et d'un coup, j'ai vu une œuvre d'un artiste que j'adore, qui est un ami aussi, qui s'appelle Guillaume Cousin. Et je trouve qu'il a parfaitement réussi à représenter ce temps quantique dans sa dernière installation. Donc, je vous invite à aller
regarder son œuvre parce que ça, même bon, c'est vrai que quand on lit le livre, ça nous paraît encore plus flagrant, mais c'est sur le temps en tout cas, et du coup, tout s'est révélé être parfaitement cohérent et j'ai beaucoup aimé. Ouais, pour une petite dédicace. Et alors, Niels, une dernière question? Une dernière question, avec un peu de contexte. Ton œuvre puise clairement dans les sciences. Penses-tu que cette dynamique puisse s'opérer dans l'autre sens, que ton travail puisse suggérer des perceptions, des inspirations nouvelles pour les Bim. physiciens? Ça, c'est mon rêve. Mais voilà, c'est le côté, la sérendipité, comme on dit, de quelque chose qui n'a rien à voir, qui peut mener à une découverte. C'est quelque chose que je trouve génial. Après, est-ce que ça arrivera? J'adorerais, mais peut-être. Mais ça peut arriver, oui. J'aimerais bien. Bon, bah, merci beaucoup, Cyrielle. C'était vraiment super intéressant. Ouais, c'était super bien. Merci d'avoir autant participé, parce que là, j'ai vu plein de messages. C'était rigolo à voir. Je n'ai pas tout lu, hein, mais... Et bah, on se retrouve la semaine prochaine avec Julien Benetton. Voilà, un peintre plus du côté de Courbet. Bon, voilà. Et bah, bonne soirée à tous et merci beaucoup et merci Niels. Bonne soirée à tous.